Bonjour à tous! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Sylvie Coutu, je suis historienne de l'art, passionnée de culture, d'histoire, toujours prête à discuter, à partager mes coups de cœur, mes découvertes, mes connaissances avec les intéressés que vous êtes très certainement. Une bonne façon pour moi de le faire, c'est par le biais de cours et de conférences, de différentes séries comme ça, sur différents corpus qui couvrent souvent la peinture, la sculpture, l'architecture, l'histoire ou tout autre dérivé de la création et des réalisations humaines. Depuis quelques années déjà, le Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire offre de telles séries de cours au public de la région. Et au fil du temps, à travers celle-ci, nous avons eu l'occasion de couvrir ensemble plusieurs thèmes allant de l'art américain, de l'art de l'architecture espagnole, portugaise, les avant-gardes internationales, en passant par l'art allemand, français, etc. Je vous propose aujourd'hui de débuter une petite série de capsules nostalgie, comme je les appelle, parce que celle-ci vise à remettre en lumière quelques éléments qui avaient ainsi pu être soulevés lors de ces cours du samedi matin au musée. J'ai eu envie de débuter par le commencement, donc de revenir un peu sur vol sur la première de ces séries qui avait été donnée, celle-ci en 2016, et qui portait sur la grande richesse de l'art de chez nous, donc l'art canadien. Évidemment, en pensant à l'art canadien, il faut se souvenir qu'à l'époque de la Nouvelle-France, au 17e siècle, c'est l'art religieux qui domine certainement. Ce patrimoine, entre autres artistique religieux, a été très très bien conservé, alors que tout ce qui concerne l'art profane de cette époque est beaucoup moins, disons, documenté. Donc, il y a d'abord eu la production d'objets utilitaires à vocation religieuse, donc tout le mobilier religieux très riche, les retables, les autels, les objets rituels, les très riches orfèvreries aussi, qui étaient tout d'abord, comme tout le reste à peu près des œuvres au début de la Nouvelle-France, importées directement de France par manque de tradition artisanale locale. À ce sujet, il est très intéressant aussi de savoir que ces pièces importées ont ainsi pu, heureusement, échapper aux grandes fontes d'orfèvrerie française du 17e siècle qui avaient été décrétées à la fin du siècle par Louis XIV pour financer des nombreuses guerres dans lesquelles il entreprend à la fin du 17e siècle. Donc, évidemment, les œuvres que nous avons d'orfèvrerie française du 17e siècle aujourd'hui, ici au Québec, ont échappé à ces fontes-là et sont donc des objets qui, très rares dans le patrimoine mondial aujourd'hui. Bon, évidemment, peu à peu, des ateliers locaux vont être fondés. Donc, évidemment, ici, des orfèvres vont s'installer, vont monter des ateliers, des sculpteurs, de très talentueux artisans décorateurs aussi, qui travaillent souvent en atelier, avec l'atelier familial, comme l'atelier des Levasseurs, par exemple, au début du 18e siècle, auquel on doit, entre autres, le retable de la chapelle des Ursulines dans le Vieux-Québec, qui contient l'un des plus beaux ensembles de bois sculptés au Québec. Ou sinon, celui des Baillargés aussi, qui, à la fin du 18e siècle, eux, entreprirent le décor intérieur de la fameuse cathédrale Notre-Dame de Québec, on le sait, la plus ancienne paroisse d'Amérique du Nord. À noter, à l'intérieur de ce fabuleux décor, le fabuleux morceau de bravoure que représente l'impressionnant baldaquin en bois doré, comme ça, à l'origine, et dont les branches s'appuient sur des cariatides ailées dressées en forme de console. Ou encore l'atelier de Louis Quévillon, qui a détenu le monopole de la décoration des églises dans la région montréalaise durant au moins les 30 premières années du 19e siècle. Une esthétique, celle de Quévillon, très élégante, bien reconnaissable encore aujourd'hui dans plusieurs paroisses de la région. À la fin du 18e siècle, on voit apparaître un intérêt grandissant pour d'autres genres picturaux. Tout d'abord, le portrait, l'émergence du portrait qui va de pair avec l'ascension de la bourgeoisie à cette époque. Donc, les politiciens, des membres des professions libérales, des commerçants anglophones ou francophones vont s'ajouter dorénavant aux communautés religieuses et vont devenir les nouveaux commanditaires de l'art d'ici. Le portrait, évidemment, en plus de confirmer le prestige social de celui qui se fait portraiturer, leur assure une certaine immortalité. Donc, ces nouveaux bourgeois vont apprécier beaucoup ce type de peinture.
ils vont se faire représenter dans un style d'abord assez naïf, hein, donc assez maladroit, et de plus en plus, on avance dans la tradition, avec de plus en plus de naturel. Hein. Donc, ils sont représentés toujours dans leurs plus beaux atours, les dames se drapent pour l'occasion de belles robes de velours, les notables se tiennent bien droit dans leur fauteuil, le regard sérieux, hein, etc. Antoine Plamondon, au 19e siècle, sera d'ailleurs très apprécié pour son habileté, sa facture classique, la ressemblance avec ses sujets. Il donne donc plein de beaux portraits comme ça, des belles dames avec leur profusion de broderies, de dentelles, de rubans, de capelines, de coiffures compliquées, et qui nous prouve à quel point les riches femmes canadiennes suivaient tout à fait la mode européenne par le biais de toutes sortes de magazines, par exemple, qui pouvaient parvenir ici, comme le Mercure Galant, par exemple. Théophile Hamel sera aussi remarqué dans le domaine du portrait au 19e siècle grâce à ses nombreuses effigies des membres des chambres d'assemblée des conseils législatifs du Haut et du Bas-Canada, mais surtout grâce à ces portraits de personnages historiques du Canada, comme ces fameux portraits de Samuel de Champlain ou de Jacques Cartier, par exemple, des portraits qui sont, disons-le, totalement fictifs, mais qui ont tellement marqué nos esprits qu'ils sont dorénavant devenus des référents iconographiques incontournables pour ces personnages-là. En plus de ça, au 19e siècle, on compte un intérêt grandissant aussi pour le paysage, un intérêt auquel participe précocement le fameux Joseph Légaré, qui au début du 19e siècle développe un goût pour les chutes, les rivières, les forêts, les vues pittoresques, qui donnent une image assez idyllique, disons-le, du pays. Puis les peintres profiteront du développement de ce qu'on appelle le ruban de fer, donc le réseau ferroviaire de la Canadian Pacific Railway à la fin du 19e siècle pour découvrir de plus en plus des territoires reculés, des territoires grandioses, sublimes à la grandeur du pays. Et les artistes sont même invités à voyager parfois gratuitement, donc à la découverte de ces grands paysages, donc en échange de tableaux qui seront à leur tour susceptibles d'attiser, disons, la curiosité d'éventuels clients pour la compagnie ferroviaire. Il y a bien sûr Cornelius Krigoff aussi, qui sera une figure de proue de la peinture canadienne du 19e siècle et qui, à sa façon, lui, nous propose aussi une forme de paysagisme, mais très anecdotique, qui joue dans l'humour beaucoup, des tableaux qui sont très susceptibles de satisfaire les attentes d'une clientèle de riches commerçants locaux, de militaires britanniques de passage comme ça au pays. Effectivement, Krigoff va se spécialiser dans les petites chroniques de la vie quotidienne du milieu du 19e siècle, où on va retrouver tous les secteurs de la population qui formaient le pays d'alors, donc de l'habitant blanc à l'amérindien, en passant par le bourgeois, le soldat britannique. Tout le monde a sa place dans les fameuses œuvres de Krigoff. Et il s'avère un excellent conteur, ce peintre-là, très habile à recréer les expressions, les climats à travers et tous les us et coutumes de tout un peuple, et ses travers nous sont ainsi révélés. Après ces précurseurs, on peut véritablement dire que la représentation de l'espace naturel va dominer définitivement la peinture québécoise et canadienne à la fin du 19e siècle, il y a encore longtemps au 20e siècle. On n'a qu'à penser aux grands noms qui nous viennent en tête, Marc-Aurèle Fortin, dont 2 capsules ont été produites, auxquelles je vous réfère, le groupe des 7 sur lequel je dois absolument produire, évidemment, une capsule éventuellement, Émilie Carr, par exemple. On ne peut pas oublier non plus Marc-Aurèle de Foix-Suzor-Côté, donc qui va ouvrir les collectionneurs canadiens à une autre forme de peinture au début du 20e siècle, avec ces peintures qui sont souvent des fragments de paysages longuement observés, rendus avec une belle touche énergique aux accents même impressionnistes, voilà. Ou encore un autre qui travaille dans la représentation de l'espace naturel, on pense à Clarence Gagnon aussi, peintre par excellence de l'hiver québécois, aussi très sensible aux apports de la modernité avec ses toiles aux palettes éclatantes. Tout le monde connaît son village dans les Laurentides avec ses trottoirs de bois, ses différentes sortes de voitures de neige, ses maisons aux couleurs vives, aux toits en pente typiques. Il a été imité des centaines de fois par à peu près tous les peintres amateurs du Québec, il a véritablement, lui aussi, marqué les esprits. Et je mentionnerai
Dans cette foulée, James Wilson Morris, aussi le très international Morris, né à Montréal dans le milieu très aisé du Golden Square Mile, donc, mais qui va cultiver finement ses sensations de la nature à l'international, en Europe, en Afrique, évidemment, entre autres, assimilant avec brio tous ces courants nouveaux de la peinture moderne de son temps, en côtoyant entre autres le grand Matisse, hein, beaucoup de parenté esthétique entre ces deux artistes, canadiens et français, et tous les autres peintres impressionnistes de son temps, donc que ce soit les pointillistes, les nabis, etc., qui l'interpellent particulièrement avec leur manière intimiste et colorée de produire leur œuvre. Donc, il travaille, notre James Wilson Morris, bien au-delà des moyens plastiques traditionnels, utilisant l'arabesque, la simplification des formes, des palettes chromatiques soutenues, aux accents fauvistes. Il introduit donc au Canada une peinture qui est criante de modernité et qui, tout en restant marquée par ses avant-gardes européennes, a le mérite d'ouvrir la voie à la modernité, donc dans la peinture d'ici, et ceci pour toute une génération d'artistes qui vont suivre le modèle de James Wilson Morris. Je suspends le tout pour l'instant et dans la prochaine capsule dans laquelle on sera appelé à conclure sur ce survol de cette série sur l'art canadien, nous remémorerons le travail, entre autres, du grand Alfred Pellan et tous les autres acteurs de l'abstraction canadienne, ainsi que quelques grandes figures incontournables comme Jean-Paul Lemieux, Serge Lemoine, Armand Vaillancourt, Guido Molinari et d'autres. Par la suite, dans de prochaines capsules, de prochaines vidéos, nous traiterons d'architecture portugaise, par exemple, ou d'avant-garde française, de sculpture américaine. Encore bien des choses à explorer et à me remémorer avec vous. Je vous laisse, je suis Sylvie Coutu et au plaisir de vous retrouver pour un prochain rendez-vous culturel.